Merci à vous de suivre cette analyse sur Jon Rahm, ce joueur d'1m88 et 100 kg, joueur qui est très performant évidemment actuellement sur l'ensemble des tours, que ce soit sur le circuit européen ou le PGA Tour où il a déjà gagné. On va ici observer un petit peu ce qu'il fait avec un fer 6 puis avec un driver, et l'objectif est de vous montrer un petit peu les particularités de son swing, comment il fonctionne, pourquoi il est comme ça et qu'est-ce qui fait qu'il est performant en tout cas. On voit ici en tout cas une très grosse vitesse de tête de club, puisque 99 miles à l'heure avec un fer 6, c'est 6 à 7 miles de plus que la moyenne des joueurs du tour. Donc une portée de balle à 182 mètres ici avec son fer 6, une trajectoire qui est montée à 33 mètres au point le plus haut, une balle qui a terminé 1,80 m à droite et une balle qui a été prise en descendant. On va jeter un coup d'œil rapidement à la manière dont son club a fonctionné. Donc on voit ici un angle d'attaque descendant. On va le voir ici notamment sur la position d'impact, c'est assez clair. Avec un fer, on voit la balle qui est prise d'abord, le sol ensuite, donc ce qui justifie cet angle d'attaque de quasiment 6 degrés descendant, ce qui est relativement juste par rapport à ce qu'il faut faire clairement avec sa vitesse. C'est un très bon angle d'attaque et un très bon angle de décollage ici. On a ici un chemin de club, puisque c'est les trajectoires qu'il affectionne plutôt de gauche à droite pour contrôler la balle. Donc un chemin de club 2 degrés à gauche, extérieur-intérieur comme vous pouvez le voir. Une phase de club 1,6 degré à droite à l'impact. Donc une balle qui ici n'a pas beaucoup tourné, relativement due au fait qu'il devait y avoir du vent qui devait pousser les balles à gauche. On le verra aussi avec le driver. Et donc ce qui justifie le fait que cette balle soit restée relativement neutre malgré l'effet un peu cut ou fade qu'il voulait lui donner. Alors, les particularités du swing de Jon Rahm, c'est déjà deux choses à l'adresse, à savoir 1, la proximité qu'il a avec la balle et avec les mains, et 2, le grip qu'il a, puisqu'il a un grip faible, avec une main gauche qui recouvre pas ou très peu par rapport à d'autres joueurs, typiquement Dustin Johnson par exemple, qui a un grip à l'inverse très fort. Donc on voit une main gauche ici faible, un grip de main droite ici neutre également, neutre à faible on va dire. Ça, c'est les particularités qui ne sont pas les moindres. On va voir pourquoi ces éléments-là matchent très bien par rapport à son swing. Et ensuite, une position de balle qui sera plutôt positionnée, comme vous pouvez le voir ici, vers la gauche, ce qui va favoriser dans l'ensemble un chemin de club à gauche. On le rappelle, plus vous mettez la balle à gauche dans votre stance, plus le chemin de club sera extérieur-intérieur. Plus vous mettez la balle à droite ou en arrière, plus le chemin de club sera intérieur-extérieur. J'ai tendance à parler pour les droitiers, je m'excuse s'il y a des gauchers qui nous écoutent. On voit une poitrine aussi très légèrement ouverte par rapport à la ligne de jeu qui est matérialisée en blanc ici, sur l'image de profil. Donc maintenant, on va voir un petit peu ce qui se passe dans son swing. Et donc, pour moi, il y a une chose qui est très importante à vous montrer déjà chez lui, c'est la différence entre la condition que vous pouvez voir ici des mains, je vais les mettre là, vous allez voir pourquoi, et du manche, entre l'adresse et l'impact. L'adresse étant ici, l'impact étant là bien sûr, et donc on voit un manche qui cette fois, un shaft qui est beaucoup plus incliné vers l'avant, et une condition au niveau du poignet gauche qui est ici très très différente, puisqu'on voit maintenant le poignet gauche qui est beaucoup plus bombé, comme vous pouvez le voir là. Donc une position en tout cas très très différente entre vraiment l'impact et l'adresse, c'est ce qui lui permet de générer de la compression de balle. La problématique, c'est que pour la plupart des joueurs amateurs, quand vous avez un grip comme le sien, vous n'arrivez pas à générer les conditions, en tout cas une position de main gauche, condition de main gauche et d'avant-bras gauche et de main droite, et donc le manche qui va permettre la compression de balle aussi bien que lui, et donc ça nécessite énormément de force physique. On va revenir en arrière, et donc de par cette position d'adresse qu'il a, on va s'apercevoir que l'objectif est donc de faire matcher ça, et donc c'est ce qui justifie ce grip que au sommet de son backswing, donc ici, on s'aperçoit que son poignet gauche est très bombé, et c'est ce qu'on retrouve à l'impact. Donc en fait, il va compenser quelque part, si on peut dire, si toutefois il fallait le faire, ce grip qu'il a à l'adresse par une évolution au niveau de la manière dont il va manipuler les poignets pour obtenir ce poignet gauche bombé, énormément d'extension au niveau du poignet droit également, et maintenir ceci pendant toute l'action autour. Donc c'est-à-dire que là, vous voyez, son poignet gauche est toujours bombé, voire davantage. Là également, là également, là également. On ne peut plus le voir sur la position de profil, maintenant on va le voir sur la position de face. Et là on s'aperçoit que voilà, en effet, le poignet gauche est toujours bombé ici, ce qui lui permet d'amener une phase de club relativement square, voire un petit peu à gauche, d'accord, de l'objectif quand il va faire un fade. Et avec donc comme on l'a vu tout à l'heure, un shaft beaucoup plus incliné vers l'avant pour le mettre en position de compression. Donc ça nécessite énormément de force physique dans les avant-bras,
c'est pas forcément facile à reproduire pour tout le monde. La deuxième particularité aussi du swing donc, de Jon Rahm, et on le verra, c'est exactement pareil avec le driver, c'est qu'il a un backswing très court. Donc très peu d'amplitude, donc il faut aussi évidemment beaucoup de force physique et beaucoup d'intensité dans ce qu'il fait pour pouvoir générer autant de vitesse avec une amplitude aussi courte. Et donc comme la plupart des joueurs qui ont un backswing court, on va retrouver une condition au niveau des poignets, comme on le disait, mais aussi du manche, du shaft, qui va être assez proche de ce qu'on cherche à produire dans le downswing. Donc là on va voir en effet des mains qui vont se maintenir dans la même condition, un shaft qui reste exactement dans le même plan que ce qu'on a vu précédemment, et là encore quasiment dans le même plan ici. Donc c'est ce qui justifie le fait que les mains restent relativement derrière, le shaft est très incliné, et donc ça va produire une position qui sera forcément proche de la balle. D'où la posture où on le retrouve près de la balle, et avec un grip faible. Donc quelque part, la question, ce serait intéressant de l'avoir vu très jeune, savoir s'il a toujours eu ce grip, ou s'il a toujours eu finalement cette main gauche ici placée comme ceci. En tout cas, c'est quelque chose qui matche très bien, et c'est évidemment quelque chose qui va lui permettre de générer, donc de créer beaucoup de puissance. Donc c'est vraiment un atout dans son swing pour moi, et c'est quelque chose qui fonctionne en tout cas très très bien. Donc il est important de comprendre la relation entre sa position de départ, la position qui va le générer au sommet du backswing et la position d'impact, qui sont vraiment trois choses assez différentes, et donc ça rejoint le fait que ce que vous allez devoir vous chercher à l'adresse ne correspond pas forcément à ce que vous allez devoir chercher à l'impact en termes de position. Donc voilà les particularités du swing de Jon Rahm. On va jeter un coup d'œil rapidement sur ce qu'il fait maintenant au driving, pour voir s'il y a évidemment des similitudes, c'est certain, mais s'il y a surtout des différences par rapport à ce qu'il va chercher à faire. Au driving ici, nous voyons une vitesse qui est tout autre, à quasiment 118 miles à l'heure. Je pense sincèrement qu'il peut aller un peu plus haut en vitesse, peut-être avec moins de contrôle en tout cas. Une trajectoire qui est montée à 39 mètres au point le plus haut de la trajectoire, et une portée de balle à 285 mètres. Donc on peut imaginer avec des bons fairways comme ils ont sur le tour, des balles qui dépassent assez largement les 300 mètres. La grosse différence évidemment qu'on peut observer par rapport au coup de fer 6 que nous avons vu précédemment, c'est l'angle d'attaque qui cette fois est remontant de 5 degrés. Tout à l'heure il était descendant de 5 degrés pour rappel. Donc forcément c'est des conditions qu'il faut réunir pour gérer à la fois un bon angle de décollage et une bonne ouverture de club. Donc on voit qu'il a créé 16 degrés quasiment d'ouverture à l'impact pour générer cette hauteur et cette distance. Hein. Attention, votre driver ne doit pas forcément arriver à 8, 9 ou 10 degrés comme c'est indiqué, ou 11 degrés comme c'est indiqué sur votre club, mais souvent plus ouvert en générant un angle d'attaque plus remontant. Et donc très peu de spin ici, et on va voir pourquoi il génère très peu de spin et donc beaucoup de distance, une balle qui plane beaucoup. Alors, en tout cas dans la position, on va retrouver évidemment les mêmes éléments en termes de swing, on va le voir, mais ce qui est très intéressant, c'est que dans la mesure où on rappelle que c'est quelqu'un qui a tendance à générer une position à l'impact de manche très forte, c'est-à-dire beaucoup vers l'avant, il est difficile pour lui naturellement, sans user d'artifice, en tout cas en termes de position, de générer un angle d'attaque remontant. Donc c'est pour ça que finalement on voit énormément de différence entre la position du manche à l'adresse et la position du manche à l'impact, comme on avait vu tout à l'heure, relativement la même chose. On voit une balle du coup qui est placée très très à gauche par rapport à ce que pourraient faire d'autres joueurs, quasiment à l'extérieur de la ligne de jeu, et instance beaucoup plus large puisqu'on voit ici une cheville qui est placée très à droite de l'épaule droite, donc ça le met clairement dans des conditions où il va pouvoir rester plus longtemps derrière la balle, sachant qu'il a un swing court, et donc pouvoir très facilement, grâce à cette position, pouvoir générer le bon angle d'attaque. Il n'a pas forcément le temps, vu l'amplitude de son swing, pour pouvoir créer quelque part une dimension différente, en tout cas dans son swing, pour créer cet angle d'attaque, donc il se positionne tout de suite de la bonne manière. C'est ce que je vous conseille de faire également. On va voir que dans le swing, très peu de choses ne changent. On voit simplement plus de pression sur la jambe droite ici, mais sur l'intérieur de la jambe, ce qui décharge un tout petit peu plus le talon gauche ici. Donc c'est ce qu'il cherche à faire toujours pour prendre cette balle en remontant. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est qu'on ne verra pas plus d'amplitude, ni de différence en tout cas sur la manière dont il vient positionner les poignets ou ce genre de choses. C'est vraiment dans l'installation purement qui va créer quelque chose de différent.
Ensuite, il va chercher à rester davantage derrière en poussant clairement sur sa jambe droite. La même chose au niveau des poignets, et donc on remarquera une position au niveau de la colonne vertébrale ici, qui est beaucoup plus inclinée, il est beaucoup plus penché vers l'arrière, ce qui lui permet aussi de créer cet angle d'attaque remontant, et donc de générer très peu de spin. Donc le fait pour lui de matcher à la fois une position au niveau du manche qui est très forte, un angle d'attaque remontant et 15 degrés de loft fait qu'il va créer très peu de spin, puisqu'il aura simplement que 10 degrés d'écart entre l'ouverture de son driver et son angle d'attaque. On va un peu loin dans les données, mais en tout cas, c'est clairement un match idéal pour optimiser la distance avec le driver, et c'est un très bon coup qu'il vient de frapper là, comme très souvent. Pour finir, de quoi pourriez-vous vous inspirer dans le swing de Jon Rahm? J'ai envie de dire pas grand-chose, parce que c'est quelqu'un qui est extrêmement physique, et donc c'est clairement pas à la portée de tout le monde. Cependant, ce que je trouve très intéressant, c'est la grosse différence qu'il vient créer entre la position qu'il a avec les fers et la position qu'il a avec les drivers et l'angle d'attaque. Et donc il optimise bien, il matche bien les choses, ça fonctionne bien, et c'est ce qui lui permet d'être efficace dans l'ensemble des compartiments de jeu. Merci d'avoir suivi cette analyse. N'hésitez pas à liker, commenter ou partager cette vidéo afin qu'un plus grand nombre puisse en profiter. Et je suis bien entendu ouvert à toute critique et commentaire. N'hésitez pas, vraiment, commentez, likez. Ça nous fera le plus d'encouragement possible. Merci à vous, à très bientôt sur Web Golf Coaching. Au revoir.